Bienvenue congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Dans l'épisode précédent, nous avions introduit le principe d'allèles, qui sont donc des versions différentes d'un même gène, résultat des mutations et à la base de la variation. Nous avions alors terminé sur l'idée que ce qui créait la diversité populationnelle étaient les fréquences de ces allèles. Actuellement, à la surface du globe, il n'existe plus qu'une seule espèce humaine, Homo sapiens. Espèce assez peu variable génétiquement d'ailleurs, on l'a déjà évoqué. Oui, donc nous sommes tous porteurs des mêmes gènes, et même des mêmes allèles, comme ceux du système ABO ou du système Rhésus. Mais cela vaut pour tous nos gènes, ceux qui codent pour la couleur de nos yeux, des cheveux ou des fonctions physiologiques. Néanmoins, en se basant sur certains critères physiques, morphologiques, physiologiques ou génétiques, les biologistes peuvent séparer les individus de notre espèce en différentes populations. Alors, avant de poursuivre, il serait judicieux que vous alliez regarder l'épisode des races dans l'humanité de Dirty Biology. Je dirais presque indispensable même. Qu'est-ce qui fait que l'on puisse discriminer des populations dans l'humanité si nous sommes tous porteurs des mêmes allèles? Leur fréquence et la notion d'avantage sélectif. L'homme est soumis, comme n'importe quelle autre espèce vivante, à la sélection, et selon où des populations vivent, montagnes, zones arides et désertiques, régions humides... Non, je ne ferai pas cette blague. Elles ne sont pas soumises aux mêmes conditions environnementales. Donc pas aux mêmes pressions de sélection. Sur des temps longs, cela pourrait effectivement aboutir à l'émergence de variétés humaines différentes, et au-delà à différentes espèces. C'est déjà arrivé dans le passé. Lorsqu'Homo erectus s'est étendu dans tout l'ancien monde, il a donné naissance à des sous-espèces et des espèces humaines distinctes selon les zones géographiques et les conditions qui y régnaient. En Europe, par ordre chronologique, Homo georgicus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, puis Homo neanderthalensis. En Asie continentale, Homo erectus pekinensis et Homo rhodesiensis en Chine et Homme de Denisova en Sibérie. En Asie insulaire, Homo erectus soloensis à Java et Homo floresiensis à Flores. Et en Afrique, Homo sapiens. Et c'est non exhaustif. Mais dans notre cas, notre espèce est jeune, environ 200 000, 300 000 ans, et surtout les populations migrent et se mélangent sans cesse. Or ce brassage génétique aurait plutôt tendance à créer une uniformité et une homogénéité. Ce qui fait qu'il y a eu spéciation par radiation adaptative d'Homo erectus, c'était justement l'isolement entre les populations. Et encore, par la suite, quand Homo sapiens a quitté l'Afrique, on sait qu'il y a eu métissage et hybridation avec les espèces humaines locales. Cependant, à pression sélective différente, il y a adaptation différente. Ce ne sont donc pas les mêmes variations qui présenteront un avantage sélectif selon les circonstances. Du coup, ce ne sont pas les allèles qui vont être différents entre les populations, mais les fréquences de ces allèles. Par exemple, nous avons terminé la dernière fois en parlant des blonds, qui sont des individus homozygotes puisque l'allèle est récessif. Pourtant, dans les populations nordiques, la majorité des individus sont blonds, ce qui est lié à un avantage sélectif. Naturel ou sexuel, difficile à dire, car les goûts et le sens esthétique peuvent aussi entrer en cause, et ils sont différents entre les populations, selon les cultures. Et ce n'est pas parce que certaines populations sont presque exclusivement brunes que l'allèle blond n'est pas présent, il est juste moins fréquent. Il est donc statistiquement plus rare d'avoir un individu homozygote, c'est-à-dire dont les parents sont tous les deux porteurs d'un allèle à la base. Certains allèles peuvent même carrément disparaître d'une population, mais il suffit de considérer que leur fréquence dans cette population est nulle. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. La somme des fréquences de tous les allèles existants étant égale à 1, soit 100% en fait. Un bon exemple pour illustrer tout ça est la couleur de peau des populations. Les différentes teintes de peau sont dépendantes d'un gène, dont les différents allèles sont responsables de la variation du taux de mélanine dans l'épiderme. Mélanine qui est une protection contre les rayons ultraviolets du soleil. En effet, ces ultraviolets à trop forte dose peuvent être nocifs, car ils créent des mutations spontanées dans l'ADN des cellules directement exposées. Merci encore à Tania Louis qui nous a offert un épisode sur ce sujet, le soleil dans la peau. Néanmoins, ces rayonnements nous sont également indispensables car les UV nous permettent de synthétiser la vitamine D qui sert à l'absorption et la gestion du calcium dans l'organisme. Et là, le facteur environnemental entre en jeu. Dans un environnement très ensoleillé, un fort taux de mélanine est un avantage car il protège des effets dangereux des UV et donc des possibles cancers qu'ils peuvent engendrer.
Et ce, sans influer négativement la synthétisation de la vitamine D, indispensable pour une bonne santé, car suffisamment de rayons peuvent traverser la peau. Au contraire, dans un environnement peu ensoleillé, un taux de mélanine plus faible est un avantage, car s'il y a moins de rayonnement solaire et donc d'ultraviolet, une protection trop importante va avoir comme effet indésirable un frein à la synthétisation de vitamine D. Cela se vérifie aujourd'hui, puisque des individus à la peau noire vivant à des latitudes peu ensoleillées, comme l'Europe, présentent souvent des carences en vitamine D et peuvent avoir besoin de compléments. La couleur de peau dépend donc de facteurs environnementaux et non du degré d'apparentement des populations. Ce n'est donc pas un critère de classification. Ah merde. Ah, faudrait savoir aussi là, merde. Désolé les racistes. Ou pas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais regarde. Mais c'est le doigt. Mais oui, c'est le doigt. Oh, c'est le doigt qui danse. Ainsi, la génétique confirme que des populations de couleurs de peau différentes peuvent être très proches, alors que d'autres populations de couleurs de peau similaires peuvent être bien plus éloignées en termes de liens de parenté. Et ça marche avec d'autres critères physiques ou morphologiques. D'ailleurs, si l'on dessine une carte du monde dans laquelle on met en relation couleur de peau des populations et ensoleillement des régions qu'elles habitent, la corrélation est flagrante. Bon, là on parle de facteurs environnementaux comme le climat, mais ça marche aussi avec d'autres choses comme les maladies. Les différentes populations ne sont pas résistantes ou sensibles aux mêmes saloperies car elles ne sont pas en contact avec les mêmes pathogènes selon le coin où elles crèchent. C'est ce qui fait qu'il faut se payer des vaccins en adéquation avec la destination de voyage choisie ou qu'un touriste qui boit un verre d'eau inoffensif pour les locaux peut choper, la tourista justement. On te l'avait dit de pas bouffer ce gâteau. Il était pas frais, fallait pas le bouffer. Cependant, l'environnement n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Les comportements et la culture des diverses populations peuvent aussi avoir une influence majeure. On appelle évolution bioculturelle, Ou théorie de la construction de niche. non, pas ce genre de niche, bordel de merde. L'influence des traditions, de la culture et des comportements induits et normalisés par la société sur l'évolution de la biologie des populations. Un exemple représentatif de ce phénomène est l'adaptation à l'alimentation. Nous illustrerons ici l'aptitude de certains individus adultes à digérer le lait. La digestion du lait non fermenté est possible grâce à une enzyme présente dans le système digestif appelée lactase. Cette dernière permet la fragmentation du lactose, sucre complexe contenu dans le lait, en glucose et galactose, sucre simple utilisable par l'organisme. Or, chez les mammifères, la lactase n'est active que dans le tube digestif de l'individu juvénile, cette dernière devenant inopérante après le sevrage. Sans la lactase, le lactose ne peut être métabolisé et le lait est donc indigeste pour les adultes, ce qui va les rendre malades s'ils en consomment en trop grande quantité. Oh, je crois bien que je vais vomir. Cependant, des mutations chez certains individus de notre espèce sont responsables de la persistance de la lactase à l'âge adulte, leur permettant de continuer à consommer du lait non fermenté en quantité. En Europe notamment, les individus qui digèrent de grandes quantités de lait non fermenté ont un allèle différent de ceux qui ne le digèrent pas. Il existe 3 allèles chez les lactotolérants, en Europe, en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. Cela signifie que la tolérance adulte au lactose s'est acquise par une mutation génétique différente selon les régions. Mais dérivée de la version du gène des lacto-intolérants. Ces mutations se sont imposées à partir du néolithique, quand les hommes ont commencé à élever des vaches, des chèvres, des brebis et à boire régulièrement leur lait non fermenté. Source alimentaire non négligeable, surtout pendant les périodes de pénurie. Pouvoir digérer le lait est alors devenu un avantage sélectif. Les individus porteurs d'une mutation génétique permettant la digestion du lactose à l'âge adulte ont accru leurs chances de survie, de se reproduire et donc de transmettre cette mutation à leur descendance. C'est une adaptation biologique à une modification culturelle de l'environnement. C'est ainsi que la mutation est devenue majoritaire aujourd'hui dans certaines populations. Cependant, on constate que quelques populations d'éleveurs ne sont pourtant pas tolérantes au lait. Elles consomment dans les faits peu de lait non fermenté, mais plutôt des fromages, des yaourts, du beurre, grâce aux bactéries qui transforment le lait non fermenté en produit laitier, et cela en digérant le lactose. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, pas ce jingle, pas ce slogan, par pitié, pas encore. Non, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Je vais peut-être couper.
On peut donc être intolérant au lactose, mais consommer des produits laitiers régulièrement et boire du lait avec modération. Si on ne devait retenir qu'une seule chose, c'est que toutes ces considérations ne reflètent finalement pas vraiment la réalité. On le sait, la variabilité au sein d'une espèce, c'est commun. Rien n'est figé, rien n'est totalement homogène. Les variations génétiques entre populations que l'on mesure par les différences de fréquences alléliques ne sont que mineures. Leur discrimination ne dépend que de critères qui ont été choisis par des observateurs pour des raisons pratiques et reposant essentiellement sur des besoins méthodologiques. Il y a donc une part d'arbitraire quand on parle de telle ou telle population. On ne peut pas tracer une ligne franche pour les séparer. En bref, la notion de population est artificielle et sans jugement de valeur. Il est à mon sens plus intéressant de se concentrer sur nos points communs, sur ce qui nous unit et nous rassemble, plutôt que sur ce qui nous distingue et nous sépare. Parler de l'humanité au singulier, en somme. Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? A few moments later. Oh merde.